Noémie Tano, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours suivi son instinct et qui n'a pas peur des défis. Après une première expérience professionnelle, elle a ressenti l'appel de la nature et du monde agricole sans pour autant en être issue. Devenue ingénieure agronome, spécialisée dans la viticulture, elle trace sa route jusqu'à reprendre en 2019 un vignoble bordelais, le Château Saint-Ferdinand, sur l'appellation Lussac-Saint-Émilion. Dès la première année d'exploitation, Noémie y déploie ses valeurs écologiques en entamant une conversion en bio et en obtenant la certification haute valeur environnementale grâce à un plan d'action ambitieux tourné vers la biodiversité. Un chemin qui ne fait que commencer et qui pourrait bien inspirer ses pairs. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Noémie Tano dans Girls in Food. Et bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour Noémie Tano. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis Noémie, j'ai 34 ans et je suis viticultrice sur une exploitation à Lussac, proche de Saint-Émilion, depuis 2020, donc c'est tout récent. Et je suis aussi maman de 2 petites filles, je suis épouse et donc tout ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tu as des semaines bien remplies. Voilà, c'est ça, faut prendre en compte toutes mes casquettes. Si on fait un petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Alors, dans ma famille restreinte, on va dire, avec mes parents, la cuisine, on va dire que c'était plus vital. Il fallait manger pour se nourrir, donc il n'y avait pas une grande place qui était faite vraiment où on mettait l'aliment en valeur. Voilà, on était 5 enfants, donc fallait que ça soit organisé et voilà. Après, par contre, c'était plus chez mes grands-parents où là, pour le coup, voilà, il y avait plus ce côté vraiment où ils aimaient manger aussi bien d'un côté que de l'autre, donc ils nous faisaient des bons petits plats. Voilà, donc c'était plus le week-end et les vacances où on en profitait. La semaine, c'était rudimentaire, quoi. C'était surgelé. Ok, mais tu as quand même eu la chance d'avoir voilà, cette cuisine peut-être plus plaisir avec tes grands-parents. Tout Donc à c'est fait, oui. super. C'est ça. Et moi, au contraire, j'aime beaucoup la cuisine, en fait. En devenant adulte, moi, enfin, même adolescente, j'adorais cuisiner, faire de la pâtisserie, voilà. Donc, ça, Ok. voilà, c'est plus un goût personnel. Et justement, est-ce qu'avec tes grands-parents, il y avait un plat du dimanche particulier ? Alors, c'était mon grand-père qui cuisinait des pâtes carbonara. Alors, fallait que tout le monde sorte de la cuisine parce que il voulait que ça soit parfait, que ça soit les meilleures pâtes carbonara du monde. Donc, on était évacués de la cuisine, mais voilà, c'était vraiment trop bon, quoi. Et parce que vous aviez des origines italiennes ou pas du tout ? Pas du tout, non. Non, non, je sais pas, ça devait être son plat du dimanche, voilà, qu'il appréciait et voilà. Puis, il voyait qu'on adorait ça, donc il se faisait un plaisir de nous faire à tous ces petits-enfants. Et est-ce qu'enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver ? Alors moi, enfin, je voulais sauver le monde. Je voulais travailler dans l'humanitaire. Et donc, je voulais, voilà, partir à l'étranger, aider les enfants, chose que je n'ai jamais fait, en fait. Mais voilà. Bon, après, du coup, j'ai été travailleur social. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans ton parcours, ça se ressent quand même. voilà. Mais c'était plus ça, voilà. Je voulais vraiment sauver le monde. Et ton tout premier job, est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça a consisté ? Alors, bon, j'ai eu des jobs étudiants, on va dire, donc, mais ça a aussi une empreinte dans mon parcours actuel. Mon tout premier job, c'était de travailler dans un magasin bio. Donc, je Mmh. faisais voilà de la vente de produits bio, voilà. Et puis après, par contre, du coup, mon premier vrai travail entre guillemets sorti d'études, ben, c'était travailleur social. Donc, j'ai Mmh. aidé les jeunes en insertion à trouver un logement, un travail. Voilà, ça a duré pendant 3 ans, on va dire. Bah, justement, on va revenir un petit peu sur cette partie de ton parcours parce que tu as, effectivement dans un premier temps, fait enfin, obtenu un diplôme dans ce domaine-là, donc dans l'économie sociale et familiale. Tu as même, voilà, travaillé, quelques années, avant de te réorienter vers, on va le voir plus tard, mais le milieu du vin. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là, justement en tant que travailleur social? Qu'est-ce que tu en as conservé, jusqu'à aujourd'hui?
Bah, ça m'a apporté forcément une vraie relation à l'humain en fait et au respect de l'autre. Ça m'a apporté aussi cette notion du passage, on va dire, de l'enfance à l'adulte, parce que quand justement je te disais, bah, enfant, je rêvais de sauver le monde, et donc je me disais, bah, en fait, juste en étant avec les gens et en les écoutant, ben, ça peut faire qu'ils aillent mieux. Enfin, voilà. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, par exemple, entre le social et la politique, que tu ne sais pas toujours ce que tu voulais, que voilà, les décisions n'étaient pas toujours prises comme toi, tu l'entendais. Et donc, c'est aussi Mhm. ce décalage et cette prise de conscience aussi de la réalité de l'humain. Bon, c'est très philosophique, mais voilà, de me dire que, bah, en fait, bon, il n'y a pas que, enfin, souvent, on a envie d'être un peu un maillon important dans la chaîne, et on se rend compte qu'il y a tellement de paramètres autour que bah du coup Bien on peut sûr. pas à nous seuls en fait faire changer les choses. Donc voilà, du coup c'était voilà cette expérience-là que ça m'a apporté, et très enrichissant, un peu dur aussi des fois Mm. psychologiquement, d'être confronté voilà à des situations vraiment de détresse, mais voilà, ça m'a apporté vraiment une base solide au niveau humain, je pense. Mm. Et ensuite, tu t'es orientée vers les métiers du vin. Ça va nous amener donc à ce que tu fais aujourd'hui. Pourquoi ce choix en fait? Comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi le vin? Bah, en fait, justement, je trouvais qu'il me manquait quelque chose dans mon épanouissement en tant qu'adulte. Donc, tu vois, tu fais une scolarité où tu te dis la voie est tracée. En fait, tu es au lycée, tu sais pas trop. Voilà, j'étais à l'aise avec les gens, je fais du social. Et puis, j'avais pas autour de moi dans ma famille, personne n'est agriculteur. Donc, j'avais pas ce modèle, en fait, agricole. Et en même temps, je sentais une vraiment très forte attirance, en fait, pour les métiers de la nature. Et donc, je suis partie vraiment à rechercher ce que j'avais envie de faire de ma vie, en fait. Donc, OK. voilà. Donc, du coup, j'ai cherché, voilà, tous les métiers possibles qu'il existait en agriculture. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vraiment recentré sur ce qui faisait sens pour moi. Donc, justement, je cherchais aussi un métier à la fois avec la nature et en même temps un métier très sensoriel. Et aussi un métier où je puisse toujours avoir ce contact avec les gens. Donc, tu vois, le côté vente, après, ça me plaît beaucoup, en fait, de pouvoir parler de mon Mmh. produit. Enfin, on en parlera après, mais voilà. L'idée, c'est vraiment pour moi que ça combinait, en fait, tout ce que je recherchais, voilà, pour moi, dans le futur, on va dire. Et est-ce que tu avais, déjà, enfin, comment dire, des connaissances en vin? Est-ce que dans ta famille, vous aviez, une culture du vin? Ou c'est vraiment, par tes recherches, uniquement que tu es arrivée, sur ce domaine de l'agriculture? Non, c'est vraiment une vraie vocation, parce que tu vois, mon papa, il aime pas du tout le vin rouge. À table, justement, il y avait pas, chez moi, il n'y a pas cette tradition d'avoir vraiment la bouteille de vin pour le repas de famille. Enfin, voilà, je sais même pas l'expliquer. En fait, c'est vraiment une passion qui est née et une vocation, quoi. Voilà, Non, j'ai mais pas de c'est super. modèle. Voilà. C'est super comme exemple aussi parce que ça montre que, parfois aussi écouter, sa petite voix intérieure. Toi, tu es allé vers ça parce que tu sentais qu'il y avait un appel, de ce côté-là et en creusant, voilà, tu as parcouru un super chemin, jusqu'à aujourd'hui et donc c'est super intéressant comme retour d'expérience. Bah, c'est gentil. Est-ce que tu peux justement nous parler donc entre ce que tu imaginais, des études à propos du vin, de la viticulture et concrètement ce que tu as fait, ce que tu as appris, est-ce que ça correspondait, pleinement à tes attentes? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette période-là où voilà, tu t'es orientée, mais finalement c'était aussi un pari, par rapport à une intuition que tu avais? Est-ce que ça s'est confirmé tout de suite? Est-ce que tu as été tout de suite, confortée dans tes attentes? Bah, si tu veux, au début, quand j'ai repris mes études, donc je connaissais vraiment rien du tout, ni à la vigne, ni au vin. Donc j'ai commencé par les tâches les plus ingrates, on va dire, enfin au vignoble. Voilà, je faisais voilà tout ce qu'on m'apprenait. Enfin voilà, je faisais tous les travaux. Et pour autant, en fait, ça m'a pas du tout dégoûtée. En fait, j'étais bien dehors, je me retrouvais voilà, parce que j'ai fait les deux diplômes en fait que j'ai fait, je les ai fait en alternance. Donc en fait, Mmh. j'avais cette partie entreprise qui était très importante et qui a été très formatrice. Et donc
Alors après, si effectivement je me positionne entre les études que j'ai faites, je pense que j'en ai fait, je vais pas dire que j'en ai fait trop par rapport, je pense, à mon métier aujourd'hui, mais c'était ce besoin de me rassurer et justement ce manque, j'avais l'impression d'avoir ce manque de légitimité, parce que comme je te disais, je viens pas d'une Mm. famille agricole, j'avais aucune notion, donc j'avais besoin d'en connaître des tartines pour dire c'est bon, j'ai ma place, les gars. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent en fait. Je trouve, Voilà. ouais, chez les femmes, surtout dans des milieux qui sont assez masculins, c'est ce qu'on entend souvent, cette quête aussi de légitimité, le syndrome de l'imposteur, enfin voilà. Bah, puis surtout qu'avec le BTS, j'étais pas juste avec le BTS en fait en viticulture œnologie, sortie d'études, j'ai essayé quand même de postuler dans des châteaux, enfin des postes de responsable technique, enfin normalement ce qu'on nous fait miroiter en sortant de BTS. Et en fait, mais j'ai essuyé échec sur échec et je me disais mais c'est pas possible, je suis tellement motivée, passionnée, pourquoi ça marche pas en fait? Donc je me suis dit bon tant pis, ben c'est que je suis pas prête. Donc je continue avec le diplôme d'ingénieur agronome en fait. C'est Et exactement. Donc c'est ça que tu disais en fait par rapport à la suite de ton parcours où tu avais besoin de la validation suprême et voilà, voilà. donc tu es devenu ingénieur agronome. Et est-ce que même si aujourd'hui tu nous dis que c'était peut-être trop par rapport à ce dont tu avais besoin concrètement pour faire ce que tu fais, est-ce que qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en retires de ces années d'études? Bah, ça a été forcément très formateur et même si effectivement ça a été long, euh, tout m'est utile néanmoins en fait parce que bah, par exemple mon diplôme d'ingénieur agronome je l'ai fait en management des entreprises agricoles, donc au niveau aujourd'hui bah, de la gestion, enfin c'est hyper important de connaître tout ça en fait, et puis ne serait-ce que pour défendre mon projet, parce qu'il a fallu que j'ai une banque qui me suive hein, pour voilà, acheter voilà cette propriété. Donc là, je suis partie sur un endettement de 25 ans. Donc voilà, je te laisse imaginer qu'il a vraiment fallu que je convainc. Et c'est effectivement cette méthodologie en fait de travail qu'on a quand on est étudiant qui m'a permis aussi de démontrer par A plus B que j'étais capable de le faire en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, ces bases solides, voilà, rassurent les institutionnels, les partenaires financiers, je Tout à suppose. fait. Voilà. Après, c'est vrai qu'il me manque, par exemple, tu vois, typiquement, ben, pendant mes études, on m'a jamais appris à conduire de tracteur. On m'a pas appris. Donc, du coup, ben, arrivé sur l'exploitation, je me suis dit, mais punaise, comment je vais faire avec tous mes tracteurs là Enfin, quand je dis tous mes tracteurs, ouais, j'en ai pas 50, mais je me suis dit, comment je vais faire avec mon matériel? Je sais pas du tout ni entretenir un tracteur, je sais pas le conduire. Et donc, ça, typiquement, tu vois, c'est le genre de choses où bah, quand tu veux devenir agriculteur, on te forme pas en fait à ça. Donc, il faut se former soi-même. Donc, je me suis dit, bon, j'ai réussi à apprendre à conduire une voiture. Il n'y a pas de raison, je vais y arriver à conduire le tracteur. Et donc, aujourd'hui, ça va. J'arrive, je suis avec mes engins. Ça fait un an que voilà, je suis dessus et il n'y a pas de problème. Mais Et ça, tu penses que c'est pas cet exemple du tracteur, je trouve qu'il est assez révélateur. Est-ce que tu penses que c'est parce que, souvent ce sont des métiers de transmission familiale et donc les gens qui finalement, travaillent dans le domaine de l'agriculture, ils sont formés par leur famille et c'est pour ça qu'en fait on c'est pas au programme quelque part? Ou tu as une idée de pourquoi ça se passe comme ça? bah, je pense que oui, il y a une partie de ça. Et puis, il y a une partie aussi où, bah, quand tu fais un BTS, en général, bah, après, tu postules sur des postes à responsabilité. Et donc, du coup, moi, on m'avait dit, mais non, mais t'as pas besoin de savoir conduire de tracteur. Il y aura toujours un ouvrier pour le faire. Et donc, ben, là, l'ouvrier, c'est moi. Là, tu es tout. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, oui, ça, forcément, oui, ça, c'est le. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'apprentissage souvent, enfin, familial. Et en fait, pour revenir sur, la suite de tes études, donc après que tu aies obtenu ton diplôme, d'ingénieur, agronome, tu as occupé plusieurs postes différents dans le milieu du vin, mais par contre, c'était plutôt des postes tertiaires, je dirais, c'est-à-dire, j'ai vu que tu avais fait, voilà, du marketing, tu avais travaillé, sur les questions environnementales ou économiques, mais pas vraiment, pour le coup, j'ai l'impression, dans la production. Est-ce que tu me confirmes? Est-ce que tu peux me raconter un peu aussi cette partie-là?
Oui, tout à fait. Ben, en sortant d'études, j'ai cherché à travailler dans des châteaux, et en fait, j'ai pas trouvé de poste, et donc j'avais travaillé sur un projet étudiant justement de d'installation aux jeunes agriculteurs. Et par ce biais-là, j'ai une cave coopérative du coup qui m'a embauchée pour travailler sur l'installation de jeunes vignerons dans la cave coopérative. Et donc de fil en aiguille, effectivement, mais je me suis spécialisée un peu plus, voilà, sur du conseil aux agriculteurs. Euh, et donc c'est par ce biais-là aussi que j'ai rencontré la vigneronne qui m'a cédé l'exploitation. D'accord. Et est-ce que ces expériences-là de conseil, finalement, elles, enfin, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est finalement, ça peut être super utile pour aussi ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, oui, tout à fait. C'est très utile. Enfin, c'était vraiment des choses de sens pratique. On va dire que voilà, je mettais en œuvre et ça aidait les exploitants à essayer d'améliorer leur coût de production, de trouver d'autres techniques, des techniques un peu différentes. Et donc oui, c'est forcément ça m'a été utile aujourd'hui. Et en plus, comme je m'occupais de l'installation, bah ça a été vraiment un coup de pied aux fesses pour me dire allez, bah maintenant c'est ton tour. Faut t'accompagnes les autres, faut un peu le faire pour toi, quoi. Et justement, tu as repris en 2019, en octobre 2019, un vignoble, le Château Saint-Ferdinand. Donc toi, tu t'étais toujours dit quand tu t'es lancé dans le monde du vin que tu allais un jour avoir tes propres vignes, enfin ta propre exploitation ou pas? Ah oui, enfin dès le début, j'en rêvais vraiment puissance 1000. Et puis d'ailleurs, j'en avais parlé à ma maître d'apprentissage. Je lui avais dit un jour, je m'installerai. Puis elle m'a dit oui, oui, c'est ça, on en reparlera. Et puis c'est vrai que c'est voilà, quand on voit autour de soi, bon, c'est quand même pas un métier qui est pas facile. Donc voilà, et puis il faut avoir, je vais dire, les reins solides. Enfin, je sais pas, voilà, financièrement, c'est pas avoir les reins solides, mais oui, il faut être sacrément motivé pour se lancer. Et donc, oui, enfin, forcément, voilà, ça m'a lancé, quoi. Du coup, ça nous amène au Château Saint-Ferdinand, que tu as donc repris en 2019. Est-ce que tu peux nous raconter bah, comment comment s'est passée la transmission, pourquoi ce domaine-là? Enfin, dis-nous en plus sur ce projet, mais qui d'ailleurs n'en est plus un, puisque c'est l'actualité. Mais en fait, donc je travaillais donc en cave coopérative et puis j'ai une coopératrice, une vigneronne qui voilà, elle partait bientôt à la retraite et puis justement j'ai essayé de dire bon bah alors moi je m'intéressais aussi à son projet de départ à la retraite en me disant bah c'est bien, je vais pouvoir mettre un nouveau jeune à la place, voilà. Et puis un jour elle est venue me voir au travail, on était en pleine vendange et puis elle me dit bon en fait, Noémie, ça y est, je suis décidée, je veux vendre ma propriété. Alors je me dis, ah bah chouette, c'est bien, c'était mon travail. Donc elle me dit, oui, mais j'ai réfléchi, c'est à toi que je veux la vendre. Alors moi, je dis, ah bon, à moi? Et puis donc du coup, voilà, ça m'a vraiment, en fait, c'est ça qui a lancé vraiment la machine. Voilà, et finalement, c'est plus le projet commun en fait avec cette personne qui a fait que le projet a marché. Parce que même elle, en fait, elle a été très patiente dans le sens où elle a pris le risque de me vendre à moi, ne sachant pas si j'allais aller au bout, notamment par rapport à la banque, etc. Plutôt que de vendre à un investisseur qui aurait pu mettre sur la table directement, voilà, la somme de la. L'argent, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce projet commun. Et puis donc c'était une personne qui n'avait pas de repreneur. Et donc du coup, elle était vraiment, je pense, contente de pouvoir transmettre, notamment à une femme. Ah Voilà. Et donc du coup, super. elle est restée travailler avec moi pendant un an, alors sur un mi-temps. Mais voilà, pour m'apprendre les différents travaux qu'il y avait, les machines ici. Justement, elle aussi, elle a participé au fait de m'apprendre à faire du tracteur. Elle m'a montré comment marchaient tous les engins. Voilà, puis ne serait-ce que de connaître les parcelles en fait, parce que bah, quand on arrive dans un endroit comme ça, on ne sait pas la qualité des parcelles, ce que ça va donner. Voilà, donc ça, c'était super d'avoir vraiment cette transmission et d'avoir cette personne qui me transmet vraiment son histoire, parce que c'est vrai que pour un viticulteur, un agriculteur, transmettre ses terres, c'est quand même important en fait, c'est toute sa Bien vie. Donc sûr. voilà, donc voilà, elle a été formidable par rapport à ça et voilà, même si on n'avait pas forcément toujours des visions identiques, mais en tout cas, on avait l'objectif que la transmission se passe au mieux et voilà.
Et d'un point de vue, administratif, financier, est-ce que c'est compliqué? Ça a été compliqué de, justement que tu obtiennes tous les feux verts pour reprendre, l'exploitation ou pas? Alors, avec la banque que j'ai aujourd'hui, non, ça n'a pas du tout été un frein. Au contraire, enfin, vraiment, j'ai eu un accueil vraiment très bienveillant. Mais par contre, ça a été long en termes de construction. Parce que justement, on fait des hypothèses, bon, comme n'importe quelle entreprise, mais c'est vrai qu'on fait des prévisionnels, notamment sur des prix de vente. Et à l'époque, il y a 2 ans, quand je faisais mes prévisionnels, forcément, ça correspondait pas au contexte qu'on a aujourd'hui. Mais donc oui, c'est vrai que même en faisant des hypothèses négatives, etc., il fallait quand même que ça marche en fait. Donc là, c'est vrai qu'on est dans le bas de l'hypothèse négative, donc faut que ça OK. voilà, mais du coup, oui, en fait, on va dire qu'une installation, mais des fois, ça prend, enfin là, moi, ça a pris presque 1 an, en fait, entre le moment où on Mmh. a dit, OK, on part ensemble et le moment où vraiment on a acheté la propriété, ça a été très long. Et pour revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que vous aviez pas forcément exactement, la même vision des choses avec, l'ancienne propriétaire. Je pense notamment, enfin, je sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, mais en tout cas, je pense à ta démarche environnementale, qui est assez, poussée et clairement qui a un engagement fort, qui est super intéressant. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ce sujet-là, sur la question environnementale, sur ta manière de travailler? Oui, donc effectivement, oui, j'ai un engagement qui est assez fort, donc notamment parce que voilà, j'ai ma sensibilité de femme et aussi du coup de vigneronne. Aussi parce que on a notre maison qui est sur l'exploitation, donc j'ai 2 petites filles. On vit vraiment pleinement sur l'exploitation, donc pour moi c'était important d'avoir cette vision aussi durable de l'endroit où on habite et où on vit. Et donc effectivement, forcément, donc enfin, pour moi, l'exploitation, je la voyais pas conduite en conventionnel. En fait, pour moi, il y avait forcément, il fallait que je fasse un pas en plus vers de l'agriculture biologique. Donc la première année, donc mon premier millésime, le 2020. En fait, comme je t'expliquais, du coup, je savais pas conduire de tracteur. Donc celui-là, en fait, je l'ai fait en conventionnel, mais en raisonné, puisque du coup, quand tu passes en agriculture biologique, tu arrêtes complètement les désherbants, les produits de traitement sont pas les mêmes. Et en fait, c'est vrai que quand tu sais pas conduire de tracteur en agriculture biologique, tu as beaucoup plus de passages en termes de tracteur, notamment pour travailler, désherber tes pieds. En fait, tu as besoin de passer en tracteur, alors que si tu désherbes chimiquement, tu passes une fois, c'est réglé. Donc, du coup, ça a demandé, D'accord. moi, ce travail, mais en plus, c'est vrai que c'est beaucoup de travail en plus de passer en agriculture biologique. Donc, première année, voilà, raisonnée, mais par contre, j'ai obtenu la certification haute valeur environnementale de niveau 3. Donc, c'est le plus haut label reconnu par la France, voilà, en termes de certification environnementale. Et du coup, cette année, 2021, je commence ma conversion en agriculture biologique. Ah, c'est super. Donc voilà, Félicitations. merci. C'est des projets, voilà, qui demandent beaucoup de temps à mettre en place. Et puis donc ça, c'est sûr que c'est des projets qui factuellement sont reconnus par un label, voilà. Donc ça, le consommateur le connaît. Mais après, moi, j'ai envie d'aller encore au-delà. Donc dès cette année, on a planté 270 mètres de haies avec l'association Arbres et Paysages. Donc, ce qui permet de ramener une biodiversité sur les parcelles de vignes, donc avec une faune et une flore qu'on n'avait plus forcément vu que ces plantes ici, en fait, dans le Saint-Émilionnais, c'est quand même très planté en vigne puisque l'hectare coûte cher, donc forcément, on va au bout du bout de la parcelle cadastrale. Et donc, On l'idée, c'est exploite au maximum. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était de pouvoir vraiment ramener des hauteurs de paysages différentes avec des haies et d'en disposer tout autour du vignoble. Puisque moi, dans mon objectif, c'est que justement, cette faune auxiliaire qu'on va avoir, donc par exemple, des mésanges, des chauves-souris, puissent venir manger, et c'est reconnu, mangent les insectes de la vigne. Pour te donner un exemple, une chauve-souris, ça mange entre 1500 et 3000 insectes par nuit. Donc, ça mange jusqu'à 7 D'accord. fois son poids. Donc, en fait, du coup, c'est vrai que moi, je m'en sers vraiment comme un allié, en fait, de la chauve-souris. Donc, et en lui créant un espace propice, voilà, elle va venir vraiment se dire, c'est chouette cet endroit, je vais y rester. Donc, voilà. Et est-ce que cette, démarche, elle, comment elle s'inscrit dans le paysage, autour de toi? Est-ce que,
Il y a déjà des gens qui travaillaient comme ça aux alentours, ou est-ce que tu es la première? Comment c'est perçu? Alors, il y a déjà des gens qui ont fait des projets de plantation de haies. Ça commence voilà, ça s'est mis en place. Ça fait déjà plusieurs années, on va dire, puisqu'en plus c'est porté par notre département. Donc voilà, il y a une vraie volonté aussi de diversifier le paysage, tout en gardant, ben voilà, la typicité de la campagne qu'on a chez nous. Et puis au niveau de voilà des pratiques, on va dire culturelles. Par exemple, le travail du sol voilà, revient, on va dire, de plus en plus au goût du jour, parce que c'est une pratique qu'on n'a pas inventée. Hein, les anciens faisaient comme ça, donc nous, on est juste en train de le remettre. Mais oui, du coup, il y a de nombreux viticulteurs qui s'y mettent. Voilà. Après, c'est plus, par exemple, là, je suis en train de faire des formations en biodynamie, et où là, effectivement, il y a un fossé un peu plus important. Voilà. Ouais. Ça, c'est souvent Mais le cap ultime, ouais, qui fait encore un peu polémique, quoi. voilà. Après, je suis pas encore en biodynamie parce que même moi, il y a encore des choses que j'ai besoin de comprendre et d'assimiler. C'est quand même vraiment plus technique, je vais te dire. Voilà. Mais du coup, il faut vraiment se l'approprier et voilà. Mais disons que même si j'ai des pratiques qui sont peut-être différentes des voisins, je pense notamment à l'enherbement. Moi, j'ai tendance à laisser pousser l'herbe en fait, et en me disant, ben j'ai pas encore tondu, tu vois, de la saison, pour laisser un peu de vie dans ma vigne. Mais c'est vrai que c'est pas courant. En général, on voit plus les vignes toutes bien tondues, tout propre, tout carré. Enfin, d'ailleurs, on dit propre. Alors, je sais pas pourquoi on dit propre sans herbe, mais voilà. Mais c'est vrai que on dit ça en fait. Les gens disent c'est propre parce qu'il y a plus d'herbe. Voilà, et donc du coup oui. Alors même si des fois je pense que je suis pas toujours comprise, en tout cas ma démarche est respectée. Voilà, et les gens la voient, voilà, peut-être d'une manière rigolote, mais toujours quand même bienveillant. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a pas d'hostilité. Non. Peut-être même que tu vas leur donner des idées Alors là, avec la biodynamie. je sais pas encore, mais voilà. Mais non, c'est bien acquis. Sur un peu un sujet connexe, je trouve qu'on a tendance à oublier en tant que consommateur que le vin, c'est finalement un produit issu de l'agriculture, et les vignerons ou les viticulteurs, d'ailleurs je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux appellations, on a tendance, je trouve, à oublier que ce sont des agriculteurs aussi, et donc ils sont sujets aux mêmes aléas climatiques, notamment que tous les autres agriculteurs. Là, on sait qu'on sort actuellement, au moment où on se parle, d'une période assez difficile climatique, avec voilà des intempéries et des choses comme ça qui ont vraiment mis en péril la récolte. Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler de ton ressenti par rapport à ça? Oui, ce qui est difficile, c'est la maîtrise du risque parce que du coup, quand on est chef d'exploitation, en fait, on essaye de maîtriser tous les risques sur son exploitation. Et là, la météo, forcément, voilà, c'est un risque qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Donc ça, c'est le plus frustrant parce que c'est le côté un peu injuste. Tu vois, quand tu fais une bêtise, tu le sais et tu dis, OK, j'ai fait une boulette, je le referai plus comme ça. Mais là, t'as pas le choix, en fait. Tu prends ça et voilà, tu te débrouilles avec ça. C'est livré comme un gros paquet. Et voilà. Après, c'est vrai que c'est une notion que j'apprends parce que finalement, avant, je regardais juste la météo pour savoir si je me mettais en jupe ou en pantalon, tu vois. Maintenant, voilà, je la regarde tous les jours parce que je surveille voir s'il va pas y avoir un orage, si voilà la température, etc. Donc c'est voilà, je pense qu'il faut rester humble en fait face à la nature et dans tous les cas, on n'a pas tellement le choix de faire autrement parce que sinon on en est malade à mon avis. Bien sûr. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il faut accepter, mais en même temps, forcément, on sait que l'impact économique sur notre entreprise est quand même très important. Donc, on compte souvent aussi beaucoup sur la solidarité des clients en disant, ben voilà, soutenez-nous, aidez-nous en achetant du vin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider, on va dire. Donc, Non, mais c'est important de le redire et que ce soit entendu par les auditeurs aussi. je te remercie. Euh, euh,
Et si tu devais, résumer un peu ton métier, nous dire à quoi ressemble ton quotidien, est-ce que tu peux enfin voilà, comment tu pourrais nous en parler? Alors, moi, j'aime bien changer de tâche tout le temps. Je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, on va dire. Donc, du coup, j'ai trouvé le métier parfait parce que je change de... Ça change toutes les 5 minutes. Voilà, je fais de la mécanique. Après, je vais faire du tracteur. Je reviens, je prends les coups de téléphone. Je vais chez le comptable. Enfin, voilà. Donc, alors, j'essaye justement de me structurer pour avoir des journées, on va dire, un peu plus organisées. Parce que jusqu'à présent, en gros, j'allais un peu au gré de tout ce qu'il fallait que je fasse, sans avoir mis vraiment de méthode. Mais voilà, disons que c'est très complet en fait. Moi, c'est une toute petite structure en fait. J'ai une dame qui m'aide pour les travaux à la vigne et j'ai mon petit frère qui est avec moi en formation en alternance sur un diplôme d'œnotourisme. Et voilà, et on est tous les trois en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut savoir tout faire. Voilà, et donc du coup, c'est forcément, oui, mes journées, elles sont très variées. Enfin, il n'y a pas une seule journée qui se ressemble et elles sont souvent longues. Voilà. Alors, moi, je suis plus, contrairement à un agriculteur, moi, je suis quand même plus du soir que du matin. Il y en a beaucoup je les vois en tracteur qui sont déjà sortis à 6 heures ou 7 heures du matin. Moi, le matin, c'est pour mes enfants. Voilà, j'ai envie de les emmener et c'est le confort de vie que ça m'apporte aussi d'être agricultrice, c'est de pouvoir profiter de mes enfants, ce que je pouvais pas faire avant quand j'étais employée en fait, parce que j'avais une nounou qui gardait mes enfants, qui les amenait à l'école. Enfin voilà. Donc du coup là maintenant, le matin, je profite de mes enfants, je les amène à l'école et après la journée est partie. Et ce que je fais aussi souvent, c'est que le soir, donc je les récupère à l'école et je repars travailler une fois qu'elles sont couchées en fait. Parce que je veux D'accord. vraiment avoir ces moments-là pour ma vie de famille. Voilà. Je travaille aussi même parce que aussi c'est le lancement de l'activité, donc il y a beaucoup de travail et je travaille aussi le week-end. Donc c'est vrai que j'essaye de ponctuer, que mes enfants se rendent pas trop compte que je travaille, on va dire. Voilà. Hem, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, que tu avais trouvé ta voie? Je pense que dès que je me suis orientée vers mes études en viticulture œnologie, je me suis dit c'est sûr, enfin c'est ça que je veux faire. Je l'ai su tout de suite quoi. Voilà. Et est-ce que, si on parle, de tes projets, bon là il y a je crois ta première cuvée qui est sortie? Elle va sortir là, je mets en bouteille le 15 juin mardi, tu vois. Ah génial! Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un peu de ton vin? Parce que finalement, on n'en a pas parlé, tellement. Oui, donc là en gros, moi je vais avoir une gamme de 3 vins pour cette année. Donc ça va être tous des vins rouges. Et donc l'idée pour moi, c'était de pouvoir proposer un produit qui à la fois représente les fruits que j'ai sur mon terroir, à la fois aussi représente un peu mon travail, enfin voilà ce que je fournis sur l'exploitation et donc un peu soit quand même à mon image. Et j'ai cette liberté justement de pas avoir mais les générations avant moi de parents, de grands-parents qui m'imposent une étiquette, un style, une façon de travailler. Donc, je suis très libre, on va dire, de la manière dont je veux travailler là-dessus. Et donc, cette première cuvée, donc elle s'appelle la cuvée F du Château Saint-Ferdinand. Et c'est une cuvée dans laquelle j'ai voulu mettre à l'honneur mais justement la faune et la flore du vignoble et la femme aussi que je suis comme vigneronne. Donc, c'est pour ça le F. Et donc, c'est une cuvée qui a un élevage relativement court pour du Lussac Saint-Émilion et que j'ai volontairement fait court pour que ça soit plutôt porté sur le fruit et que ça soit vraiment un vin plaisir qu'on peut prendre à l'apéro, voilà, ou sur un plat d'été justement. Voilà, et qu'on se prenne pas la tête en se disant c'est du Lussac Saint-Émilion, avec quoi il faut que je le boive, voilà. Mmh. Et j'avais envie de casser un peu ce code-là et cette frontière aussi d'un vin peut-être avec une appellation un peu plus prestigieuse, de se dire je veux pouvoir rendre accessible mon vin. J'ai une vision très familiale de mon vignoble et j'ai envie que mon vin soit accessible, notamment en termes de prix.
où ça a été un gros travail pour moi parce j'ai une grosse charge foncière. Voilà, et en même temps, je voulais pas que ça soit le consommateur qui paye mon projet entre guillemets. Donc j'ai vraiment essayé au maximum de pouvoir rendre ce vin, voilà, cette première cuvée le plus accessible possible. Ah, c'est super. Voilà. Et tout à l'heure, tu as dit que, sur les 3 personnes qui travaillent, sur l'exploitation, il y a notamment, ton petit frère, pour, une partie sur l'œnotourisme. Est-ce que, ça veut dire que tu développes aussi des projets, de ce point de vue-là? Oui, bah justement, ça peut paraître étonnant quand on est une jeune entreprise de prendre quelqu'un pour l'œnotourisme, sachant que je suis une toute petite structure. Mais l'idée pour moi, c'est de, au maximum, communiquer sur mon vin, d'accueillir des gens ici, de pouvoir valoriser la vente en direct aux particuliers. Et donc, on a créé justement 2 ateliers sur l'exploitation. Donc, il y a un atelier, c'est les oiseaux du vignoble en famille, où on accueille les enfants. Donc, c'est tous les premiers samedis matins de chaque mois pendant l'été. Et donc voilà, on fait découvrir aux enfants le vignoble, mais vu par la lorgnette de la nature, voilà, plus que par la lorgnette du vin. Voilà, surtout pour les enfants. Et aussi, donc, le deuxième atelier qu'on a créé, c'est une promenade des Celtes au crépuscule, puisqu'ici à Lussac, on a une forte histoire en fait autour des Celtes. Il y a une occupation à Lussac, Ah et donc d'accord, du coup, OK. voilà, et donc du coup, l'idée, c'était de pouvoir proposer une promenade autour du vignoble, donc dans la vigne et dans la forêt, et en fait de terminer par un apéritif. On a une vue plongeante sur le vignoble, et donc de terminer par un apéritif avec des produits locaux, voilà, ensemble, et de manger. Enfin voilà, nous on est avec eux, voilà, et c'est vraiment des petits groupes en fait. Je veux que ça reste des petits groupes pour pouvoir échanger plus facilement. Voilà, donc on est 10 personnes maximum. Et puis voilà, du coup, on a fait les 2 premières là, et ça, voilà, les gens étaient ravis. Vous voyez vraiment. Puis on fait un retour à la lanterne dans la nuit. Donc Ah, ça a voilà, l'air génial. ça éveille le côté enfantin qu'on a en nous. Voilà, on se revoit dans nos colos. Donc voilà un peu les ateliers qu'on a. Noémie, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée à la place des femmes dans le monde de la gastronomie et du vin. 1re question, est-ce que, le fait d'être une femme a eu une incidence sur ton parcours professionnel? Ben, je pense que ça m'a demandé de redoubler d'efforts parce qu'en tout cas, même si peut-être, je sais pas dire si ça a été un frein ou pas. En tout cas, je me suis posé la question par moment quand justement je te disais que par plusieurs fois à chaque diplôme, j'avais pas forcément trouvé de travail en sortant d'études. En tout cas, j'ai eu cette question, voilà, où je me suis demandé, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Mais je j'ai pas la réponse, donc je peux pas vraiment dire que c'est ça. Mais en revanche, ça m'a donné vraiment une envie. Je vais pas dire une rage parce que c'est pas un mot que j'apprécie, mais tu vois, une envie d'y arriver en fait et de montrer que j'étais capable. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis courageuse parce que j'aurais pas osé le dire avant, mais en voyant, voilà, j'ai atterri il y a pas longtemps en fait, parce que la première année d'exploitation, je me rendais pas tellement compte de ce que j'étais en train de réaliser et que ça y est, mon projet était concret. Et voilà, c'est vraiment ça y est, là, je viens de me rendre compte comme je vais mettre ma bouteille. Enfin voilà, ça prend son sens et je me dis bah ouais, franchement, je me suis vraiment bougée quoi. Bravo. C'est bien aussi de reconnaître, les accomplissements. Voilà. Mais après, le fait d'être une femme en soi, ça m'a pas. Enfin, je veux dire, mes voisins, par exemple, sont très bienveillants avec moi. Voilà, j'ai pas au quotidien, disons que j'ai jamais eu de réflexion. Bon, des fois, des fournisseurs qui essayent de me vendre des trucs en plus parce qu'ils me disent, oh, vous n'avez pas la force d'y arriver avec un seul truc, il vous en faut 2. Donc, Ah ouais, d'accord. voilà. Mais donc du coup, je fais de la muscu, tu vois, pour pas avoir à acheter 2 matos, mais un seul. Voilà. Mais Encore une fois, ça va décupler tes compétences et ta force. voilà, c'est ça. Mais non, du coup, c'est voilà, au quotidien, en tout cas, ça me gêne pas dans mon travail. Voilà, et au contraire, je trouve ça plutôt une force et même un atout parce que j'ai l'impression, alors ça, c'est avec les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça fait sens quand même pour pas mal de personnes, surtout pour des femmes, en fait, qui voient mon parcours et qui se disent chouette, elle a réussi à se bouger. Peut-être que moi aussi, je peux me bouger parce que j'ai envie de faire
quelque chose qui me tient à cœur, mais j'ose pas. Je vois que c'est possible. Donc ça me fait plaisir quand je vois des témoignages comme ça me fait du bien. Oui, je te confirme, hein, moi moi-même pour suivre ton parcours, depuis plusieurs mois, je suis super admirative et vraiment bravo, bravo pour ce que tu arrives à faire. Bah, c'est sympa. Si on remonte un petit peu en arrière, quand tu étais, encore étudiante, est-ce que dans cette période-là, il y avait beaucoup de femmes qui, comme toi, allaient vers le milieu du vin? En fait, est-ce que dans tes promos, il y avait beaucoup de filles? Bah, c'était assez mixte. Moi, enfin, j'ai commencé mes études en 2012 et c'était relativement mixte. Donc, je pense que quand même, oui, 2010, à partir de 2010, il y a eu quand même un peu plus de changements et de mixité, justement. Mmh. Et elles sont restées, dans le milieu ou? Plus ou moins, oui. Alors, à ma connaissance, je pense que je suis la seule à m'être installée. Mais oui, oui, quand même, voilà, plus ou moins, peut-être sur des postes aussi, peut-être plus dans, on va dire, l'opérationnel que le technique. Enfin, voilà. Mais Et ouais, parce que ma question suivante, c'était justement, est-ce qu'il y a tu beaucoup d'exemples autour de toi de femmes, qui s'installent, enfin qui reprennent un vignoble? alors, enfin, que je connais, en fait, j'ai pas beaucoup de femmes que je connais, mais justement, enfin, je reparle des réseaux sociaux parce que j'ai vraiment découvert les réseaux sociaux, ça fait 1 an. Et franchement, c'est génial parce que je rencontre par ce biais-là, des vigneronnes. À côté de chez moi, justement, j'ai rencontré Julie qui est au Moulin des Laurets à Puisseguin et elle, pareil, elle s'installe, voilà, elle a pas loin de la quarantaine. Et donc, du coup, voilà, on a pas mal échangé. J'ai aussi deux autres viticultrices qui sont avec qui j'échange beaucoup. Enfin, j'ai Lucie du Bois de la Gravette et Anne-Cécile du Château des Arras. Donc toutes les deux, enfin, elles sont pas à côté de chez moi, mais on est en Gironde, donc on se sent un peu proche. Voilà. Et donc, mais c'est vrai qu'en exemple de jeunes femmes, en tout cas. Voilà, il y en a quand même pas beaucoup. Et bon, là, tu vois, même avec les exemples que je te donne, c'est voilà des jeunes femmes qui ont repris avec quand même les parents qui étaient avant, en fait. Donc, des jeunes femmes qui sont pas issues du milieu agricole. Voilà, j'en ai pas beaucoup en exemple, en fait. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, à celles qui nous écoutent et voilà, qui seraient pas forcément du sérail, mais qui, auraient l'envie et la passion, qu'est-ce qui pourrait les aider, à ce dans cette aventure? Je pense que il faut quand même être un minimum formé, ça c'est évident. Voilà, avoir une base, au moins une base, et si possible même, ou ne serait-ce qu'avoir une expérience, on va dire, sans forcément avoir un diplôme, mais au moins de pouvoir être formé par quelqu'un au métier. Et surtout je sais pas, moi je dirais de pas hésiter, quoi. Faut foncer parce que c'est une chance incroyable de pouvoir réaliser ça et de oui, ouais, je leur dirais de foncer, quoi. J'ai pas d'autre voilà. Après, j'ai aussi quand même une chance parce que faut que je le précise, mais j'ai mon mari qui heureusement en fait ne travaille pas avec moi sur l'exploitation et du coup qui m'apporte aussi cette sécurité financière en fait pour l'installation et voilà. Donc c'est vrai que aussi quelque chose qui est important, c'est quand même, c'est bien d'être soutenu parce que aussi bien par ma famille, mes amis ou même par des professionnels parce que j'ai été vraiment très entourée, voilà, ne serait-ce que par mon banquier, par mon centre de gestion, mon cabinet comptable, etc. De pas être seule, voilà. Donc en gros, faut foncer, faut être entouré, faut être motivé. Un beau résumé. Voilà. Et pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans ton parcours professionnel? Alors parce que voilà, ça peut être les femmes donc que tu as déjà citées, mais il peut y en avoir d'autres. Des femmes qui ont compté, déjà il y a ma maman parce que même si elle est infirmière et que voilà, on n'est pas du même milieu, mais elle est très courageuse, donc je pense que forcément ça a forcé voilà mon inspiration, on va dire. Et puis aussi, j'ai la personne qui m'a formée pendant et mon BTS et mon diplôme d'ingénieur. En fait, j'étais dans la même structure pendant toute la durée de ma formation et donc elle s'appelle Karine Laroche et c'est elle qui m'a formée
tout du long et qui m'a poussée vraiment même à continuer mes études après, et, voilà, et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est et puis j'ai souvent eu des femmes en fait sur mon chemin qui m'ont encouragée, aidée, inspirée, voilà. Donc oui, oui, c'est enfin, voilà, j'ai été très très soutenue, on va dire. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux te connaître. Est-ce que tu as un coup de cœur food récent que tu aurais envie de partager avec nous? Alors moi, je suis vraiment une inconditionnelle des huîtres du bassin d'Arcachon. Donc les huîtres délices au port de la Rosse, il faut y aller, c'est vraiment les meilleures. Est-ce qu'il y a un plat qui résume ton enfance? Bah, je redirais les pâtes carbonara de mon papé. Et est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié? Le poisson à la vanille que j'ai goûté sur l'île de la Réunion. Y a-t-il un aliment que tu détestes? Les endives cuites. C'est pas la première fois que j'ai cette réponse. Ah ouais, j'ai Je été pense que vous pouvez traumatisée. monter un club. Oui. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine? Du beurre salé. Ta recette fétiche que tu fais tout le temps à la maison? J'ai les salades composées et les tartines chaudes. Des bons classiques. C'est ça. Et quand tu es en cuisine, est-ce que tu écoutes quelque chose? Est-ce qu'il y a une bande son qui passe, de la musique, la radio, autre chose? En général, c'est mes enfants qui jouent derrière et que voilà, je mets pas de musique, j'aime bien, voilà, j'écoute la vie de la maison. Et si tu devais citer le restaurant de ta vie, ton restaurant préféré de tous les temps? Alors c'était l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion à l'époque d'Etchebest. Voilà, j'ai fait un repas là-bas et vraiment, mais je suis ressortie émerveillée. OK. C'est le premier gastro que j'avais fait et voilà, c'était super. Et un restaurant que tu donnerais cher pour découvrir? J'aimerais bien tester les restaurants dans le noir. Ah OK. Voilà, et justement, un peu comme on déguste à l'aveugle, j'aimerais pouvoir goûter et me dire est-ce que je reconnais ça, enfin, dans les aliments, voilà. Dernière question de cette interview, quelle femme souhaiterais-tu entendre dans un prochain épisode de Girls in Food? J'aimerais bien entendre Noémie Ogna, la pâtissière. Je trouve que c'est un petit bout de femme qui est super. Elle est très près des gens, très sympa, et puis elle fait des super trucs. Merci pour cette recommandation. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Noémie Tano pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.